Donc bonjour, merci Romain. Merci. Donc je vais, comme Romain l'a dit, mettre en perspective en fait l'ambition politique du mouvement Arts and Crafts. Donc ici, je veux partir de la définition du mot design qui va au-delà de son aspect formel. Donc le design, c'est aussi une façon d'aborder les enjeux aussi bien commerciaux que politiques, qu'organisationnels. Et donc je vais voir la question politique de point de vue d'organisation de la société. Donc c'est-à-dire comment est-ce que nous, on se laisse organiser en tant que société, en tant que citoyens, en tant qu'usagers et consommateurs, et comment est-ce que nous organisons, nous participons activement ou pas dans cette organisation. Quand j'étais invitée à préparer mon intervention pour ce séminaire, je me suis posé pas mal de questions en fait sur l'héritage de mouvement Arts and Crafts. Je vous avoue que j'ai plus de questions que de réponses. Donc même les hypothèses que je vais vous proposer aujourd'hui, ils sont plus que fragiles. C'est aussi les hypothèses qui sont à discuter. Je me suis demandé quelle forme prendra l'éventuel revival du mouvement. Est-ce que ça va être plutôt sur la forme ou plutôt sur le fond? Est-ce qu'on va reprendre juste des logiques organisationnelles? Est-ce qu'on va reprendre l'engagement idéologique de ses participants? Parce qu'en fait, Arts and Crafts, c'était un gros mouvement. Il n'y a pas que William Morris et Ruskin. Est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce qu'il y a des ruptures? Est-ce qu'il y a des ruptures qui vont forger des bifurcations? Quels sont les éléments d'Arts and Crafts qui vont survivre aujourd'hui? Quels sont les designers qui vont se revendiquer d'Arts and Crafts, etc., etc. Donc vous voyez, il y a pas mal de questions. Et donc vu qu'aujourd'hui quand même on parle de l'aspect politique de ce mouvement, donc je vais me concentrer plutôt sur la question de la réforme sociale et sur les utopies sociales et sur des paradoxes qui habitaient le mouvement à l'époque où il est né et dans la pratique entre autres de William Morris. Comment est-ce qu'on peut mettre en perspective aussi ces paradoxes-là. Donc l'image que je vous propose ici, c'est l'image de l'atelier tapisserie de Morris & Co. Donc Morris & Co, l'entreprise qui était fondée par William Morris pour justement fabriquer des objets ou des environnements de qualité pour, comme on le disait, tout un chacun. Après, on verra en quoi est-ce que le paradoxe il réside. Et la mise en perspective que je vous propose, en fait, c'est le passage de cet atelier, en fait, où les artisans allaient travailler. Ils utilisaient leur savoir-faire et leur perception de la beauté pour mettre sur le marché des objets de qualité. Et puis à côté, le site internet qui était créé par les designers contemporains pour un projet qui s'appelle Collective Furniture et qui allait créer une communauté d'amateurs et des experts autour d'une problématique très précise. Donc c'est-à-dire que voilà, de premier point de vue, on a l'impression que ce sont deux démarches qui n'ont rien à voir, mais je vais essayer de vous convaincre quand même il y a un lien qu'il y a un lien qui existe. Ça, c'est la mise en perspective que je vous propose. Donc, en commençant avec le mouvement Arts and Crafts qui est né dans les années 60 du 19e siècle, on saute dans la contre-culture des années 70 et puis on atterrit par la suite au début du 20e siècle. Quand j'essaie de mettre en perspective, en fait, encore une fois, cette pensée de William Morris, j'essaie de dégager plusieurs pistes. Donc, j'essaie de décomposer sa pensée. Donc, qu'est-ce qu'il voulait au fond, William Morris? Donc, il voulait lutter pour la meilleure condition de la production, aussi bien dans le respect de l'artisan que de son travail, que de temps de son travail, que du résultat qui est
par la suite offerts à des consommateurs. Donc c'est une question de la réforme sociale par la beauté, donc c'est-à-dire que voilà, il partait du principe que si on offrait, si on mariait déjà l'art majeur à l'art mineur, et donc si on offrait le fruit de travail des artistes à tout un chacun, donc la société va s'améliorer, donc les conditions de vie, entre autres, de tout un chacun vont s'améliorer, et puis la société va se rétablir, et il va être guéri de ses excès. Donc, il luttait pour l'accès aux produits de qualité. Et donc, ces 3-4 pistes, je les ai dégagées assez rapidement. Et ce qui m'a intéressé le plus, c'est le côté communautariste, en fait, qui était revendiqué par Arts and Crafts. Donc, c'est-à-dire que, voilà, Arts and Crafts, c'était des communautés qui étaient utilisées, qui étaient regroupées autour de guildes, comme à l'instar des guildes médiévales. Et donc, ils sont revenus dans la façon de faire de moyenâgeuse, et puis ils partageaient leur savoir-faire, ils partageaient leurs connaissances. Donc, j'oserais l'hypothèse suivante pour ce séminaire, que peut-être le mouvement Arts and Crafts, qui est le plus intéressant dans la question de la continuité, dans la création contemporaine, c'est pas une question de savoir-faire artisanal, donc c'est-à-dire que on se réunissait pas forcément pour partager la maîtrise de telle matière ou tel outil ou tel savoir-faire, mais c'est plutôt une question de la maîtrise de son environnement et de sa condition. Donc, c'est-à-dire que voilà, on essaie de comprendre comment est-ce que notre environnement est construit, quelle est notre condition, et en fonction de cette compréhension, en fait, on va essayer de construire notre propre réalité. Donc, maîtriser notre existence d'une certaine façon. Et donc, c'est-à-dire que c'est une lutte qui était, entre autres, menée, enfin, ça c'est mon interprétation aussi de la pensée de William Morris, donc c'est une lutte qui était menée par lui depuis ses débuts, donc c'est-à-dire qu'il luttait contre la prolétarisation des ouvriers, des artisans, de l'individu en général, des individus. Donc pour expliquer aussi, pour illustrer, on peut dire d'une autre façon sa pensée et ses craintes, je vais faire appel à deux chercheurs contemporains. Donc c'est Marc Begley et Béatrice Colomina, qui dans leur ouvrage qui s'appelle Our Human, donc qui porte le même nom que la Biennale de design d'Istanbul d'il y a 4 ans, je pense. Donc eux, ils parlaient justement du fait que voilà, l'humain, face à l'industrialisation, il avait peur de se laisser dépasser par la machine. Et donc, la question du post-humain qu'on a beaucoup développée dans le design du XXe siècle, en fait, elle est née au XIXe siècle. Donc, elle est née au moment où l'écrivain Samuel Butler, il écrit son ouvrage Darwin Among the Machines, donc Darwin parmi les machines. Donc c'est-à-dire que cet ouvrage, il est sorti 4 ans après que Darwin il a écrit son œuvre fondateur de la théorie de l'évolution, de l'origine des espèces. Donc ça se passait en 1959. Donc Butler, elle a écrit son livre en 63. Donc ça coïncide plus ou moins avec la naissance du mouvement Arts and Crafts. Et donc qu'est-ce qu'il propose Samuel Butler dans son œuvre? Donc il spécule autour de la question des outils que l'humain a utilisés comme l'extension, donc prothèse. Donc c'est-à-dire que les humains, en fait, le corps de l'humain, il lui suffit pas pour créer et pour subvenir à ses besoins. Donc il aura besoin de prothèses. Et donc petit à petit, ces prothèses il commence à devenir plus grand que l'humain, plus important que l'humain, et donc la technologie devient une forme de vie qui va utiliser l'humain pour se nourrir. Donc bien évidemment, c'est une métaphore. Donc machine, elle a besoin de plus en plus d'esclaves humains pour vivre, et donc les humains, ils deviennent de plus en plus interchangeables, on peut dire. Donc l'accélération de l'industrialisation au milieu du 19e siècle, elle a réduit les ouvriers à des parties jetables de la machine.
Donc, il s'agit ici de la chosification de l'humain et donc élever la machine au rang de l'organisme dont l'entretien et le bon fonctionnement donc il nécessite des victimes, le regroupement des vies humaines en fait qui fait finalement une vie individuelle elle vaut pas grand chose. Donc c'est entre autres contre ça qu'il luttait William Morris. Et donc quand on revient à cette question de la maîtrise de ces outils, donc c'est-à-dire que voilà, l'humain il a besoin des prothèses pour créer son environnement. Quand ces extinctions elles commencent à dépasser l'humain, donc le mouvement Arts and Crafts il préfère de revenir vers l'arrière, donc revenir vers l'époque où l'humain il savait encore maîtriser ses outils et puis créer avec ces outils le savoir-faire qui existait avant. Et puis c'est cette volonté de revenir en arrière et retrouver la maîtrise de ses outils, son environnement, en fait, elle existait aussi dans les années 70, donc dans 1970, donc c'est-à-dire que toute une autre époque. Donc déjà l'industrie elle a beaucoup avancé, la condition sociale elle a changé, l'engagement politique aussi, la vision de l'engagement politique elle a changé aussi, et la façon de s'organiser de la société elle a changé également. Et donc encore une fois on revient à cette question de comment est-ce qu'on peut arrêter cette course de l'industrialisation de la machine qui va dominer l'homme, et comment est-ce qu'on peut s'approprier nos propres outils. Donc c'est là on va retrouver entre autres, donc c'est la deuxième image, Riccardo D'Alisi qui faisait partie des radicaux italiens, qui dans les années 70, il a fait des expériences avec ce qu'il appelait les demi-sauvages. Donc il travaillait avec des enfants des quartiers pauvres de Naples qui étaient illettrés, donc ils n'allaient pas du tout à l'école, donc c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas toute cette culture lourde à porter qu'ils avaient les architectes, les designers de l'époque. Et donc il travaille avec ses enfants pour retrouver cette spontanéité de création et pour retrouver en fait cette maîtrise de ses outils et son environnement direct. Et donc ici j'arrive à cette question de la maîtrise de son environnement comme une posture politique. Et donc je vais convoquer Pierre-Damien Huyghe que nous avons l'habitude d'inviter très souvent, entre autres à participer dans notre revue Azimut. Donc dans l'ouvrage Poétique du design, conception et politique, donc Pierre-Damien Huyghe il va développer l'idée de la différence entre vivre et exister. Donc il dit si les humains existent, c'est parce qu'ils peuvent discuter des règles qui les organisent et gouvernent. Donc encore une fois, il y a cette question de remettre en question, je suis désolée pour cette phrase, de sa condition pour pouvoir interagir avec son environnement immédiat, pouvoir changer quelque chose. Donc il va continuer sa réflexion sur l'humain et il va se demander, sur l'humain en tant qu'animal politique, donc c'est-à-dire qu'animal, l'individu qui est capable de changer quelque chose dans sa condition. Et donc il va remettre en cause sa condition et son avenir. Donc Pierre-Damien Huyghe il arrive à se demander qu'est-ce que nous appelons le design aujourd'hui, donc puisque c'est le design qui va forger plus ou moins notre existence, enfin plus que moins. Et je le recite encore, donc il parle du fait que cet aujourd'hui il ne concerne pas nécessairement le design dans toute son histoire, mais assez sûrement l'extinction très contemporaine de son emploi, grâce à quoi il arrive de servir d'un côté en management, celui des conditions de la production, de l'effectuation des choses, de l'autre côté, la configuration des usages. C'est le si bien dite organisatrice de la consommation. Donc, c'est-à-dire que voilà, il y a cette question d'organisation de la société. Donc, encore une fois, on revient à cette question de est-ce qu'on se laisse organiser ou est-ce qu'on participe activement dans notre propre organisation. J'ai combien de temps ? Un quart d'heure, super.
Et donc, pour expliquer encore une fois cette question de la capacité de l'humain, de l'individu de maîtriser son environnement et ses outils, donc je vais faire appel à un théoricien et futuriste qui s'appelle Alvin Toffler, qui dans les années 80, enfin en 1980, il a écrit le livre qui s'appelait Les trois vagues, où il a divisé plus ou moins l'évolution de la société, l'évolution de notre civilisation en trois parties en fonction de notre façon de nous organiser. Donc la première vague, c'était la vague agricole, donc là où justement les individus ils sont organisés autour des petites communautés, donc ils étaient complètement autonomes, et ils vivaient en autarcie, et donc ils produisaient tout dont ils avaient besoin. Donc c'est-à-dire que voilà, ils avaient cette maîtrise de leur existence. La seconde vague, c'est la vague industrielle, donc c'était le moment où on va séparer le producteur et le consommateur. Donc à ce moment-là, en fait, le consommateur il vient de plus en plus dépossédé de sa capacité d'interagir avec son environnement, et puis il ne fait que suivre plus ou moins la façon dont sa vie était organisée par les architectes, par les designers, etc., etc. Et donc la troisième vague, c'est la vague dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc c'est là où on arrive à la figure qui est de plus en plus discutée. Donc c'est la figure de prosommateur ou prosomacteur. Donc c'est-à-dire que de consommateur qui va produire, participer dans la production, et participer dans la production non seulement directement, donc c'est-à-dire que c'est pas lui qui va produire tous les objets, tous les artefacts dont il a besoin pour sa survie, mais il va aussi participer dans la conception de ces artefacts et des situations, des modes d'organisation, etc., etc. Et donc disons que si on compare la démarche d'Arts and Crafts avec la démarche de certains designers contemporains. Donc Arts and Crafts, pour reprendre la métaphore d'Alvin Toffler, ils sont revenus dans le creux de la première vague. Donc c'est-à-dire qu'eux ils se sont dit, donc là on va complètement ignorer l'industrialisation parce que ses effets ils sont nocifs, parce que voilà elle écrase complètement l'humain, parce qu'il nie en fait le potentiel réflexif de l'individu. Et puis on va revenir vers la première vague où l'humain il habitait en autarcie. Donc c'est le cas entre autres de la communauté qui était créée par HB, donc c'est un des membres d'Arts and Crafts qui est parti vivre à la campagne avec 150 personnes, je pense, et donc ils ont organisé leur quotidien et leur vie loin de la ville ou l'industrie en fait, et elle prenait de plus en plus elle maîtrisait de plus en plus la vie et l'humain. Et donc on peut laisser de côté en fait cette façon de faire des pionniers d'Arts and Crafts, on peut dire, et donc c'est à ce moment-là en fait que la bifurcation se produit. Donc la deuxième piste, la deuxième possibilité, elle était développée par je vais reprendre mes notes. Par Stuart Brand. Stuart Brand, c'était entre autres un activiste qui était engagé dans plein de mouvements dans les années 70. Donc entre autres, il faisait la promotion de retour vers des outils, donc vers l'accès aux outils. Donc il a participé dans l'édition de l'ouvrage que vous voyez devant vous, donc The Whole Earth Catalog. Donc c'était l'ouvrage qui était édité entre 68 et 72. Et donc dans ce Whole Earth Catalog, on pouvait trouver des instructions de toutes sortes de gens en fait pour être de plus en plus autonome. Donc c'est-à-dire que au moment où
dans les années 70, la nouvelle génération, elle commence à rejeter les valeurs du modernisme, de l'ancienne génération, les valeurs de la société de consommation. Donc il y a de plus en plus d'ouvrages qui sortent de ce genre, en fait, qui vont apprendre les individus de construire ses propres maisons, de faire ses propres outils, de maîtriser vraiment son existence. Après, cette démarche, elle a inspiré, enfin, la personne dont je vous parle, donc de cette démarche-là, ça se passe aux États-Unis, et elle a inspiré les Global Tools, donc Global Tools qui est une anti-école de design fondée à Florence en 1973. Donc c'est l'école je dis l'école, mais en fait il n'y avait pas d'étudiants, il n'y avait pas de professeurs, donc c'était des designers, des architectes qui sont regroupés autour des questions de production, autour des questions d'organisation de la vie des humains, autour des questions de la liberté de l'humain, de l'usager, de consommateur, autour des questions de la passivité de cet humain, etc., etc. Et donc, ils se sont posé la question, comment est-ce qu'ils peuvent déconstruire des logiques du modernisme qui étaient, selon eux, nocifs pour l'individu. Et donc, voilà, encore une fois, on revient à cette image de Riccardo D'Alesi. Donc, je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas forcément la question. Donc, ils ont prévu faire plusieurs séminaires qui, justement, leur auraient permis de créer une nouvelle base pour le design. Donc ils ont pu en faire qu'un seul, donc sur le corps. Et donc vous voyez ici les photos de ce séminaire où ils essaient de trouver plein de manières de détourner la rationalité du modernisme et de la critiquer. Donc ils vont dans l'expérimentation, ils vont dans la prise de risque, ils vont dans l'absurde parfois aussi pour déconstruire en fait ce modèle qui pour eux ne marchait plus et qui pour eux a déclenché énormément de problèmes. Enfin, on peut dire que pour eux l'utopie moderniste en fait, elle est se transformer en un cauchemar en se réalisant. Et donc là, je vais faire un saut énorme au début du XXIe siècle. Et donc, je vais vous parler des designers. Enfin, c'est un studio de design qui s'appelle Bread and Scallop, qui sont basés à Vienne. Et donc, eux, ils prennent le design non pas comme une discipline qui permet de créer, de trouver des formes pour la production en masse, pour une potentielle commercialisation, mais ils vont plutôt parler de design comme d'un outil réflexif. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser vraiment le design pour voir comment est-ce qu'ils peuvent interagir avec des usagers, interagir avec aussi leur public, parce qu'en fait très souvent ils font les performances dans les musées, dans les galeries, dans la rue, donc c'est-à-dire que c'est le design qui va dépasser ses limites et puis rentrer aussi dans le domaine de l'art. Et donc ils vont aussi pas mal interroger cette question de la production en série. Donc la performance que vous voyez ici, c'est une performance qui était nécessaire pour la production d'une chaise, d'un tabouret en fait. Donc le projet s'appelle Original Stool. Et donc le tabouret hors norme, on peut dire, donc le tabouret original. Et donc leur objectif, c'était de prendre un procédé industriel. Donc c'est un procédé de rotomoulage. Donc c'est-à-dire que voilà, nous avons un moule en silicone, nous avons du plastique qu'on mélange avec un liquide qui va le solidifier petit à petit. Et puis on va rouler notre moule en silicone dans une espèce de sphère pour faire notre tabouret. Sauf que, à la différence de la logique industrielle, où le but c'est quand même de produire des objets identiques, eux, ils vont rouler cette sphère sur des surfaces différentes et dans les conditions différentes pour montrer que, voilà, finalement, avec le même moule, on peut produire plein d'objets différents. Et donc chaque objet, donc là c'est l'exemple des tabourets qu'ils produisent, donc chaque objet il va
va raconter son histoire. Chaque objet, il va raconter l'histoire du contexte dans lequel il était fabriqué, du contexte dans lequel, même du contexte physique, on peut dire, dans lequel il était conçu. Enfin, conçu, pas conçu, mais vraiment fabriqué. Donc ça, c'était un de leurs projets. Et donc le projet suivant, en fait, encore une fois, ils étaient dans cet esprit, enfin cette volonté de collaborer avec les usagers et avec leur public qui venait à leur exposition. Et donc, ils ont proposé un workshop où ils ont récupéré le workshop s'appelle Misfits Revisited. Donc Misfits, voilà, ce sont des pièces qui sont rejetées pendant la production. Donc ils sont allés à l'usine de Tenay, l'entreprise que vous connaissez certainement, et donc ils ont ramassé tout, récupéré toutes les pièces qui étaient rejetées par l'entreprise pour proposer au grand public de fabriquer des meubles avec. Et donc ça, c'était pour eux une des façons de faire réfléchir, de remettre en question en fait les modèles de fabrication, de conception de meubles et d'impliquer en fait le public dans ce processus réflexif. Donc on vraiment non seulement on les met à la place de designers, donc les amateurs en fait ils deviennent experts pour quelques heures, mais également en fait ça provoque les discussions, et donc les discussions aussi ils vont remettre en question le modèle actuel de production et de consommation. Et donc suite à ce workshop, ils ont trouvé une autre entreprise partenaire, donc Neue Wiener Werkstätte. Donc Wiener Werkstätte, déjà, c'était des ateliers de Vienne qui existaient au début du XXe siècle. Donc Neue Wiener Werkstätte, c'était une entreprise qui a racheté plus ou moins le label Wiener Werkstätte, donc qui n'avait plus rien à voir. Mais, plus rien à voir. Il avait quand même cette volonté de fabriquer des objets de qualité par des artisans, donc par des individus qui avaient un savoir-faire très précieux. Et donc, Breaded Escalope, quand ils ont commencé à travailler avec cette entreprise partenaire, ils se sont dit on va faire appel à l'intelligence collective pour concevoir un objet qui va être par la suite fabriqué par nos amateurs et par nos experts. Donc ils vont le fabriquer et le concevoir tous ensemble. Et donc ce qui se passe par la suite, ils vont organiser plusieurs workshops, ateliers, où ils vont inviter le public de participer dans les brainstorming, de participer dans la réflexion autour de la question de quel genre d'objet est-ce qu'on a besoin aujourd'hui dans une situation où on est de plus en plus invité, de plus en plus amené à travailler chez nous. Donc c'est-à-dire qu'on a besoin d'un objet, enfin d'un bureau qui va se métamorphoser en fonction du moment de la journée, en fonction de l'usage qu'on en fait dans ce moment précis. Et donc disons que leurs rencontres lors des ateliers, leur brainstorming en direct, ça suffisait pas, donc ils ont ouvert une plateforme en ligne sur laquelle ils pouvaient, sous forme de chat, en fait, sous forme de blog, et ils pouvaient se rencontrer de façon virtuelle les experts, donc les artisans, les architectes, les designers, avec les amateurs qui, pendant leur temps libre, participaient dans la conception de ce meuble. Et donc le résultat est devant vous. Donc c'est un bureau en fait qui a un cadre classique, et puis à partir de ce cadre-là en fait on peut le remplir avec on peut le configurer différemment. On peut le remplir avec plein d'outils ou de modules différents en fonction de la surface dont on a besoin. Et donc ce meuble, il a aussi, ce projet en général,
il a abouti à un paradoxe, enfin une situation que je trouve personnellement paradoxale, parce que finalement, l'entreprise pour laquelle, enfin Neue Wiener Werkstätte, pour lequel le meuble était produit, il le commercialise pas forcément. Donc, c'est-à-dire que voilà, ils ont mis à disposition des designers et de leurs amateurs experts leur atelier, le savoir-faire de leurs ouvriers, de leurs artisans. Mais finalement, le produit, il n'est pas suffisamment rentable pour eux. Et puis, les personnes qui ont participé dans le projet, les amateurs entre autres, en fait, ils n'ont eu aucune compensation de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire que finalement, voilà, le projet de cette fusion des amateurs et des experts, de ce partage de savoir-faire, en fait, finalement, il n'a pas forcément porté ses fruits. Donc, il n'a pas un résultat direct. Et donc là, encore une fois, on peut faire une comparaison qui est peut-être très fragile, enfin en lien, mais je le fais quand même, entre le paradoxe qui a habité l'engagement de William Morris, où il voulait d'un côté, pendant ses nombreuses interventions où il parlait du rôle politique de l'art majeur, de l'art mineur, et de sa capacité de changer quelque chose pour le mieux dans la société. Donc d'un côté, il voulait améliorer les conditions de vie des plus démunis, donc entre autres de la classe ouvrière, qui habitait dans les conditions en fait, qui n'étaient pas forcément à la hauteur de ce qu'on pourrait offrir à un humain. Et de l'autre côté, l'entreprise qu'il a ouverte, donc Morris & Co, c'est une entreprise qui s'adressait plutôt à une classe bourgeoise, parce que voilà, le temps des artisans, les matières, en fait, les matériaux qu'ils choisissaient, en fait, ça coûtait de l'argent, et donc finalement, il faisait face à ce paradoxe-là. Donc, il faisait face au fait que entre ses propos et entre ses actions, en fait, il a eu un léger décalage. Et donc voilà, encore une fois, je reviens à ce paradoxe contemporain où les designers qui reviennent encore une fois à cette volonté de recréer le lien entre le consommateur et le fabricant, le producteur. Et donc, ils ont envie de rendre le consommateur plus actif. Donc, finalement, dans l'état d'aujourd'hui, en fait, ce projet, il porte pas forcément ses fruits. Il n'y a pas forcément les mêmes répercussions sur la société que les designers, il aurait voulu qu'il ait. C'est tout, c'est bon. Donc voilà, je pense que j'ai fini. Si vous avez des questions, je vous invite de me les poser à la fin.